Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour faire une histoire de l'utilisation des drones dans la guerre russo-ukrainienne et de leurs perspectives, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du podcast, Vincent Touret, doctorant à l'Université du Québec à Montréal et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur d'un très récent briefing de l'IFRI sorti il y a quelques jours et intitulé « Désigne, détruit, domine la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire », puis aussi et surtout il y a quelques mois de deux très gros et très approfondis articles sur l'utilisation des drones dans le conflit russo-ukrainien, dans l'excellente revue Vortex de janvier 2025, revue dont on parle souvent en ce moment et c'est bien mérité, donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Alors je vais dire qu'à la base, je vous ai écrit pour faire l'émission sur ce briefing IFRI qui pose une question intéressante, je trouve, pour qualifier le changement auquel on est en train de faire face avec cette dronisation massive du champ de bataille, révolution par révolution, on aura l'occasion d'en reparler et d'en débattre, parce que en plus l'IFRI étant partenaire du podcast, je vois souvent passer les nouvelles publications quelques jours avant, mais je vous ai donc écrit, et vous m'avez signalé ces deux gigantesques articles qui feraient facilement un bouquin ou plusieurs et qui seront d'ailleurs comme tous les numéros de Vortex en accès libre, je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode, intitulé « Drones en guerre, la confrontation russe et ukrainienne » en deux parties, première partie avant et deuxième partie depuis le début de la guerre en Ukraine, et je vais confesser un peu honteux que je les avais ratés. Alors que, franchement... C'est pas grave. oui, je sais que c'est pas grave. Et pourtant, à la fois, c'est ma cam, mais en même temps, je rate rarement ce qui sort dans Vortex. Et ces deux articles, c'est vraiment un truc monumental, un peu totalement, même à l'intersection de votre thèse sur la pensée stratégique russe post-soviétique et de vos intérêts, de votre suivi de la guerre en Ukraine. Je peux rappeler que la dernière fois que vous êtes passé à ce micro, c'était en revenant de Kiev avec Léo Peria-Peigné et Johan Michel. Et franchement, alors j'ai sans doute raté d'autres productions, notamment en anglais, mais je connais vraiment pas d'équivalent au travail de recherche et de synthèse que vous avez fait là-dedans sur cette apparition, puis cette évolution des drones au sein du conflit, en entrant vraiment, alors c'est les drones aériens essentiellement, mais en même temps c'est des articles dans Vortex, qui est une revue sur les questions aériennes et stratégiques, et où vous entrez donc vraiment dans la granularité des utilisations et surtout dans la manière dont cet outil a été réfléchi de part et d'autre et intégré au sein d'organisations militaires qui n'étaient pas forcément faites pour à la base. Et enfin, en tout cas, je crois qu'il n'y a très clairement rien de comparable en français sur le sujet. Mais alors, pour commencer, on reviendra évidemment sur le détail des articles, puis aussi sur la question importante que vous posez dans le briefing IFRI. Mais voilà, c'était quoi votre angle, c'était quoi votre méthode, disons, en quelque sorte, pour détailler à ce point comment on pense et comment on utilise les drones de part et d'autre? Ok, alors la genèse du projet, elle commence, c'est vraiment un article long cours, ce qui explique aussi, on va dire, son côté massif. Le projet... Je veux dire, il y en a pour 70 pages, avec plein d'acronymes qui viennent du russe directement, donc mais on prend le pli, et en fait, quand on s'intéresse au sujet, ça passe très bien. Ouais, bon, après, moi, je construis mes travaux toujours de la même manière, c'est que j'essaye de regarder l'écart entre la théorie et la pratique. J'essaye de comprendre d'un côté comment les acteurs en fait réfléchissent au problème. Donc c'est tout le concept de culture stratégique qui est dans ma thèse. J'essaye vraiment de rentrer dans, on va dire, le domaine de leur perception, aussi dans leurs travaux scientifiques, parce qu'il y a une littérature absolument énorme en Russie, puis avant en Union soviétique, avec justement toute une réflexion sur le changement militaire, l'intégration des nouveaux armements, etc. Et donc je regarde la théorie, puis après je regarde aussi la pratique. Et j'essaye d'interroger les deux, j'essaye de voir les divergences, mais j'essaye aussi de les contempler, on va dire, un peu en isolation au début, un peu de part et d'autre. C'est-à-dire, je regarde la théorie, comment elle s'articule, comment elle se développe, mais également, je regarde aussi comment la pratique peut bousculer cette théorie. Comment, en fait, les utilisateurs réfléchissent les objets qu'ils ont à leur disposition, comment ils les réinventent, comment, justement, ils s'approprient ou, justement, ils rejettent, on va dire, les théories qu'on leur donne ou même pour lesquelles on les force, en fait, sur lesquelles on les force à s'entraîner. Et donc, voilà. Donc, le sujet, on avait commencé à en parler avec Jean-Christophe Noël, que je remercie vraiment chaleureusement pour m'avoir laissé une telle latitude. On commence, je crois, en juin-juillet 2022, donc avant mon départ pour le Canada. Et puis en fait, très rapidement, je suis rentré dans une multitude de problèmes, parce que je voulais
faire un bon article, mais on va dire de façon pragmatique, donc pas justement partir dans trop d'abstraction. Donc je m'étais dit, je vais reprendre juste les typologies qui existent. Donc c'est souvent des typologies, on va dire techniques, basées sur des performances. Donc le drone objet, donc la taille, la portée, l'armement qu'il porte, ou peut-être même un peu sur les fonctions, donc les drones ISR, les drones de combat, etc. ISR, c'est surveillance et renseignement. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me créait plus de problèmes que de solutions, parce que en fait, la grille d'analyse préexistante ne fonctionnait pas. Et du coup, parce que pour dire clairement, rentrer par les objets, il y en a tellement, des objets, ils sont tellement différents, et surtout, il y a une telle multiplication et profusion entre les trucs achetés sur étagère, depuis la Chine, les trucs développés en interne, achetés aux Américains, fournis par les Turcs, etc. Il y en a tellement que si on commence à faire des fiches techniques de chacun, en fait, on multiplie les fiches techniques, et puis surtout, ça permet pas de penser le problème dans sa totalité, quoi. Totalement. L'objet, il avait éclaté, concrètement, par les pratiques, par les innovations diverses, par les erreurs aussi. Il ne faut pas confondre innovation et meilleure performance. C'est plein d'essais empiriques. Mais du coup, il me fallait une grille d'analyse, on va dire un dénominateur commun qui puisse mieux rassembler tous ces objets. Donc je me suis attaché, on va dire, aux effets. Je me suis demandé, le drone, finalement, qu'est-ce qu'il apporte aux organisations militaires? Qu'est-ce qu'il entraîne? Qu'est-ce qui bouscule? Et en fait, concrètement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux effets principaux. C'est-à-dire que soit c'était un optimisateur, soit c'était un remplaçant. Donc, c'est d'ailleurs la première utilisation. Le drone, il a été surtout pensé au début comme, on va dire, une excroissance des effecteurs traditionnels. Donc, par exemple, pour parler de façon un peu plus concrète, les Russes, on va coupler notre artillerie conventionnelle qui est, on va dire, un peu vieillissante, avec justement des yeux robotiques, donc l'Orlan, pour justement améliorer sa précision. Donc ça, c'est le côté optimisateur. Et puis par contre, après, il y a l'aspect d'alternative. Donc on a dit aviation du pauvre, nouveau mortier de l'infanterie. C'est comment on trouve à coût égal ou sensiblement moins élevé des alternatives à des armements qui existent déjà, quoi. Alors c'est super intéressant et on va revenir dessus sur en fait la manière dont c'est apparu, parce que vous l'avez dit, mais les deux traditions, les deux réflexions militaires, les deux cultures stratégiques, appelons ça comme ça, russe et ukrainienne, elles sont tous les deux dérivées de la pensée soviétique. Après, il y en a une qui prend la tangente un peu plus vite et qui s'émancipe beaucoup plus rapidement, on y reviendra, mais il y a quand même une notion, faut voir comment le truc est pensé dans un contexte complètement post-soviétique, et là vous montrez bien que les drones, en vrai, ils y pensent depuis longtemps aux drones. D'ailleurs, au début de la guerre en Ukraine, on pensait qu'ils allaient avoir beaucoup d'avance, parce qu'on savait qu'ils développaient des projets depuis longtemps, etc. Simplement, effectivement, c'est inséré dans un truc hyper classique, hyper conventionnel, de leur grande chaîne de commandement, on en reparlera, je pense, mais il y a un truc, il y a un parallèle fort avec l'hélicoptère, ce qui est un truc originellement qui marchait assez bien pour la contre-insurrection, et ensuite qu'on a eu pas mal de mal à intégrer dans des structures de force plus conventionnelles pour des guerres plus conventionnelles de haute intensité. Mais là, donc en gros, le drone, dans les premiers temps, c'est pensé par les Russes comme un pion au sein de leur même structure de commandement hyper centralisée, etc. C'est juste un pion de remontée d'informations, de flux d'informations de plus, quoi. En fait, pour eux, ça les trouble pas beaucoup, parce que on peut renvoyer quasiment à la toute première fois où je suis passé dans l'émission sur la pensée militaire russe. Le drone, comme objet robotisé et qui permet d'automatiser la prise de décision et la prise d'informations, donc par la reconnaissance, en fait, c'est totalement dans la droite lignée de comment fait-on pour standardiser, automatiser notre prise de décision. Et il le faisait avant déjà par ces architectures très lourdes, très verticales, donc d'ASU, donc pour C2 automatisé. Donc les Russes avaient toute une ambition du contrôle liée à des théories qui combinaient la pensée très holistique donc du marxisme, où on pense par le tout, et puis par la cybernétique, où on commence à essayer vraiment de contrôler les interactions au plus près des personnes. Donc le drone, quelque part, pour eux, c'est logique. C'est effectivement, on va remplacer le pion humain par en fait un pion robotique. Et donc le système de pensée permet de facilement intégrer ce type de capacité. Alors là où c'est... Donc là, on peut dire... Donc c'est des chaînes
C'est hyper intéressant parce que vous faites 1000 schémas sur les chaînes de commandement et des complexes, reconnaissance frappe, reconnaissance feu, etc., etc. On voit qu'il y a ce truc qu'on a vu de manière très nette dans les premières phases de l'invasion, que c'est très structuré autour d'un état-major qui est censé articuler tout ça. Enfin, il y a un côté très très peu décentralisé. Je mentionne juste, parce que vous l'avez déjà mentionné, que l'objet important à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle l'Orlandis, qui est encore un drone qu'on voit encore, qui est une espèce de petit drone donc à voileur fixe, qui a des ailes, avec une petite hélice devant, qui se lance à une rampe qui doit faire, je sais pas, 70 cm ou peut-être 1 mètre de large, pas beaucoup plus. Et c'est ce truc-là qui marche parce que c'est censé être l'objet qui permet d'avoir cette remontée d'informations. Et là, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que vous indiquez que même 2 ans avant, il y a une année hyper marquante où on voit déjà apparaître avec beaucoup de force les drones, c'est 2020. Parce que dans la guerre du Haut-Karabakh, où les Russes soutenaient les Arméniens et équipaient les Arméniens, ils se font taper notamment par les drones turcs, et la manière turque dont les Turcs pensent les drones et qu'ils ont livrés aux Azerbaïdjanais. À Idlib, il y a les Russes aussi qui se prennent la foudre aussi par les drones. Il y en a un troisième que j'ai oublié. La Libye, voilà, il y a un troisième terrain d'opération. Donc bref, ils voient déjà en 2020 qu'ils se font taper un peu partout par des drones, et les mêmes drones qu'on va voir en 2022. Et là se passe un truc tout à fait fascinant, mais qui est complètement intégrant à la pratique du rétex, qui est que quand on n'a pas envie de voir, on ne voit pas. Alors c'est pire, c'est qu'ils se sont dit, ah bah c'est un tant pis pour un tant mieux. Les Turcs, en fait, prouvent dans nos défaites que nous avions raison. Donc c'est pour eux, quand les Russes analysent le Haut-Karabakh, ils sont là. En fait, les Turcs ont trouvé le moyen de vraiment concrétiser effectivement tous ces complexes de reconnaissance et frappe. C'est là où on voit d'ailleurs, là, je parlais juste avant de facilité, que leur théorie très centralisée permettait donc de robotiser plus simplement, en tout cas dans leur schéma de pensée, mais c'est aussi un frein, parce que du coup, ils s'étaient complètement concentrés sur un type de drone bien particulier, l'ISR, le drone de reconnaissance, et ce faisant, en fait, ils n'avaient pas du tout pensé à des drones en fait qui allaient faire de la reconnaissance, mais aussi de la frappe, ce qu'est le TB2, donc le drone turc vraiment... vraiment caractéristique de la période. Parce qu'on peut dire l'Orlan, c'est beaucoup plus petit, et l'Orlan, ça porte quelques kilos max en charge utile, donc puis par ailleurs, c'est pas fait pour, quoi. Non. En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur nos représentations, c'est qu'aujourd'hui, quand on va comparer les Russes et les Ukrainiens, on va dire, bon, vous voyez, les Ukrainiens, ils ont réussi à... Le drone ukrainien, c'est l'objet de consommation massifiable et à bas prix. Mais en fait, il faut se rappeler que quand on considérait l'armée russe avant la guerre, on était là, mais l'Orlan, en fait, c'est le drone massifiable et à bas prix. Et c'est là où... C'est pour ça que finalement, je suis arrivé du coup au briefing de l'IFRI en parlant de révolution, c'est qu'en fait, on voit des générations et une conception des appareils qui changent. En fait, avant la guerre, on est encore sur le drone, on est sur en fait une théorie de la robotisation. C'est les 3D, donc Dirty, Dual and Dangerous, donc les missions qui sont rébarbatives, qui sont dangereuses et qui sont... Dangereuses. Ouais. Et donc une robotisation de ces fonctions-là, mais on reste du coup sur un gadget en fait. On reste sur quelque chose de très précis. Nous en Occident, on voit le drone comme un objet vraiment de pure contre-insurrection. Dans les milieux qu'on appelle permissifs. C'est les Reapers au Sahel. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on aborde le retour de la haute intensité, on se dit, finalement, les drones, ça va peut-être pas durer parce que, pour rejoindre les questions, les grands débats qui étaient les mêmes sur l'hélicoptère, on se dit, ça peut pas passer face à vraiment des défenses antiaériennes échelonnées, ça ne pourra pas passer. Donc, tous les doutes sur le modèle turc à l'époque. Et les Russes, eux, sont dans le gadget, mais dans le gadget ISR. Et donc, en fait, ce qui n'est pas encore perçu, c'est que là, on reste vraiment sur un objet qui est militaire, qui est défini très précisément par rapport à un cahier des charges, et qui doit s'insérer dans des organisations qui sont déjà préexistantes. Il ne faut pas non plus trop choquer. Il faut que les organisations elles puissent digérer cette innovation. Donc, le drone, c'est plug and play, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on va utiliser pour patcher, pour corriger l'organisation existante, mais pas pour la transformer. Et c'est vraiment, en fait, du coup, à partir de 2022, donc avec la guerre, où là, le drone change de dimension, parce que c'est plus seulement, en fait, une innovation militaire. En fait, c'est un bouleversement social. Ça, c'est quelque chose... c'est pas tout de suite en 2022. Il faudra 2023, 2024 pour que ça prenne toute son ampleur. En fait, le drone cesse d'être un appareil bien défini.
Et en fait, il devient une sorte d'expression d'une résistance populaire. C'est vraiment dans ces termes-là. Je sais que ça fait très abstrait comme ça, ou presque un peu dramatique, mais c'est vraiment un changement de portée. On reviendra dessus, parce qu'évidemment, c'est le grand changement à partir du début de la guerre, mais je vais juste dire, les Russes, quand même, faut pas exagérer, vous montrez bien qu'ils ont quand même une pensée un peu plus précise, et ils ont des projets pour les drones. Ils pensent faire des drones déjà en mettant de l'IA, avant 2022, des trucs à très haute valeur ajoutée. Ils pensent aussi comment pouvoir faire, leur idée, ça a toujours été de pouvoir faire des corridors aériens pour ensuite pouvoir aller taper les aérodromes ennemis, etc. Et c'est dédicace à dimanche. Quoi Dédicace à l'opération ukrainienne. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que quand on voit c'est hyper marrant parce que ils ont plein de projets, et notamment ils ont un projet qui alors vient parmi, on va faire court, mais des Américains, c'est cette idée de faire des drones mer qui ensuite déposent plein de drones derrière les lignes ennemies et qui vont frapper en gros les aérodromes ennemis pour clouer les avions à l'époque de l'OTAN au sol. Et c'est assez marrant parce que ça fait 2 jours qu'on voit, on a vu une opération, une semaine maintenant, le Spiderweb, c'est à peu près exactement ça. C'est-à-dire ils ont mis des nourrices, des trucs mer, avec plein de drones qui sont derrière les lignes ennemies. Alors sauf qu'ils n'ont pas fait un gros corridor à grands coups de suppression des défenses aériennes pour faire passer la nourrice. Mais les Ukrainiens ont fait passer une nourrice. Ils ont mis ensuite plein de drones à proximité de ce qu'ils voulaient taper, à savoir les aéronefs au sol. Donc ils ont fait exactement cette espèce de rêve un peu flou, de projet un peu flou qu'avaient les Russes, l'armée russe dans les années 2010-2020. C'est toujours un certain écart entre la théorie et la pratique. L'effort que les Russes développent sur la théorie qui est censé compenser une pratique et des technologies insuffisantes, en fait, l'écart n'est jamais rattrapé. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement les Russes écrivent, les Ukrainiens les lisent, et les Ukrainiens innovent et finalement mettent en pratique ce que les Russes essayaient d'imaginer. Donc c'est assez fascinant. Mais sur ces schémas-là, là encore, ce qui est intéressant, c'est que les Russes modernisent et font évoluer des schémas d'opération antérieurs. Ils robotisent des schémas d'opération de leur aviation ou de leurs troupes terrestres. On reste quand même, on va dire qu'on ne change pas de paradigme. Là, pour l'instant, quand on est dans les années précédentes, on a un problème asymétrique total face à l'OTAN. C'est structurel, l'Union soviétique, c'était déjà le même problème. Comment fait-on pour survivre face à cette puissance aérospatiale qui inquiète d'autant plus les Russes que tout leur modèle de défense, par rapport à, donc, qui avait été développé pendant l'Union soviétique, c'était l'interception des avions, en fait, des aéronefs. Et là, ils se retrouvent dans une situation avec les exemples de Desert Storm, les frappes punitives. La première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, pardon. Les frappes punitives en Syrie. Ils se retrouvent dans une situation où en fait, ils se disent mais en fait c'est dégueulasse. On peut plus frapper les avions américains. Ils sont en stand-off et maintenant ils nous tirent des missiles. Il y a une phrase très claire d'un auteur qui dit on ne combat plus l'ennemi, on doit combattre ses munitions. Et ça les met dans une situation, en fait, ça écartelle totalement leur système qui n'est pas capable, en fait, d'emmagasiner ça. Donc, il y a toujours le meilleur moyen de ce point de vue-là, et on le disait dans l'épisode qui a été diffusé ce matin avec Joseph Florentin là-dessus, sur ces grands classiques de la puissance aérienne, si vous n'êtes pas capable de taper un avion en l'air, tapez-le au sol, Exactement. Parce que c'est le meilleur moyen d'acquérir la supériorité aérienne, le moyen le plus facile de très loin, c'est de taper les avions ennemis au sol. C'est toujours l'idée qu'il faut être proactif en dégradant l'origine de la salve avant qu'elle décolle. Et donc, à cette première idée-là, qui a au moins 60 ans chez eux, ça remonte au moins aux années 1950-1960, ou même avant avec les raids blindés sur les aérodromes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes en fait trouvent du coup le drone comme un expédient qui va permettre en fait de massifier à bas coût leur propre on va dire enveloppe aérienne. C'est-à-dire au lieu d'envoyer des blindés faire ça ou d'envoyer des avions faire ça, taper les aérodromes ennemis, si on fait passer des drones, ils le feront et ils le feront en masse. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc 60 ans plus tard, Spiderweb quoi. Mais c'est un peu toujours la blague avec leur théorie. Ils disent nos théories sont très bonnes, mais elles nous donnent raison toujours trop tard. Donc surtout, visiblement, ils pensent que ça leur donne raison quand ils se le prennent dans la gueule. C'est ça. Ah mais ouais. Mais là, c'est là que c'est hyper intéressant. Ça nous amène à parler des Ukrainiens, au fait que c'est la même chose, simplement que les Ukrainiens ils se posent avec un problème très différent, qui est que très différent, non.
parce que les Russes ont aussi le même genre de truc, mais c'est qu'ils n'ont plus de budget et ils ont une armée en décomposition qu'il faut inventer, réinventer et sortir du carcan post-soviétique. Sauf que les Russes, dans une certaine mesure, restent dans le fantasme de la grandeur passée, etc., de essayer de réinventer parce que de construire sur l'existant. Les Ukrainiens, c'est tellement dégradé que, d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés de penser un peu différemment leur structure de force, et d'autant plus après 2014, où c'est quand même très compliqué, et du coup, ils se retrouvent à avoir ce truc à l'interaction du politique, du militaire et du social, de une espèce de profusion de technologies et de volontaires civils qui se trouvent-ils touchent un peu leur bille en drone, en tout cas de plus en plus, et du coup, les forces à penser les drones différemment, pas par le grand génie éclairé des généraux ukrainiens post-soviétiques, mais parce qu'il se trouve que leur société est comme ça, quoi. En fait, il y a deux perspectives différentes, il y a deux scénarios d'engagement complètement différents pour les deux pays, ce qui explique la divergence. Il y a la question des moyens, et effectivement la question du budget, de la déliquescence de l'armée, mais on pourrait même dire aussi de la déliquescence d'une partie de l'État ukrainien, avant la guerre en 2014. Et la différence, c'est que les Russes, en fait, ils réfléchissent effectivement toujours des plans grandioses, parce que leur ennemi, c'était pas l'Ukraine, ils n'étaient pas concentrés sur l'Ukraine, ils étaient concentrés sur l'OTAN. Donc forcément, leur schéma d'opération, c'est toujours à portée continentale, ça intègre la question de la dissuasion, c'est des portées complètement différentes. Quand les Ukrainiens, eux, héritent des théories pareilles, de complexes reconnaissance et frappe, en fait, forcément, la portée elle est complètement différente. Eux, leur objectif, c'est comment on survit sur le terrain. Comment on arrive à atteindre une supériorité des feux, déjà à notre échelle, avec les moyens réduits qui sont à notre disposition. Et donc, ça crée des dynamiques complètement différentes. Ce qui est intéressant, ce que du moins j'ai trouvé intéressant dans la première partie de l'article Vortex, c'est le mimétisme entre les deux et la divergence. C'est-à-dire que les Ukrainiens prennent les théories russes et soviétiques, et en fait, ils les appliquent à leur propre situation. Avec d'ailleurs des pistes de développement différents. Parce que du coup, l'État, par exemple ukrainien, va continuer à essayer de concrétiser la même pensée soviétique avec par exemple un schéma d'intégration numérique automatisé très ASU, donc très vertical et centralisé, pendant qu'en fait la réalité du terrain en fait, a rattrapé cet État, puisqu'en fait les soldats laissés eux-mêmes ont trouvé des moyens en fait, de continuer. Et donc, ils ont développé leurs propres moyens. Mais c'est pas une histoire linéaire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que de 2014 à 2022, en fait, il y a une vraie lutte d'influence et pour la définition en fait de la guerre future en Ukraine, entre du coup le pôle étatique, entre les industriels, entre les pro-occidentaux qui veulent du coup faire une armée en adoptant les Stanag, donc les normes de l'OTAN dans leur armée, et puis on va dire une culture un peu plus idiosyncratique de collectifs de soldats, de groupes de volontaires, etc. Et c'est beaucoup de va-et-vient. Et ça a créé. C'est hyper marrant parce que les drones sont un super objet pour ça. Vous dites, vous écrivez que, par exemple, l'armée de l'air sait que ils vont être de plus en plus obsolètes, que donc à l'horizon 2050 ils vont être tout pétés. Donc mais ils veulent se droniser. Ouais, c'est ça. Mais ils veulent se droniser comme une armée de l'air. C'est ça. C'est-à-dire avec des gros drones assez coûteux, etc., etc. Et c'est un vrai truc, et du coup ils veulent aussi standardiser les formations, ils font passer aux pilotes de drones des formations qui sont équivalentes à celles de pilotes de chasse, etc. Donc ils veulent faire un truc d'une armée normale, traditionnelle, voire post-soviétique, avec un peu la rigidité qui va bien avec, quoi. Sauf que, comment dire, il y a une richesse qu'ils captent pas, mais dont ils bénéficient quand même indirectement dès cette époque-là, quoi. C'est ça. Après, il y a le moment où Karabakh aussi est très important pour eux, puisqu'en fait, là, à ce moment-là, ils se disent, en fait, voilà, on peut vraiment, avec le drone, faire une supériorité aérienne alternative. Le Haut-Karabakh, rappelons, c'est quand même un truc hyper... c'est l'époque où on a vu apparaître les TB2, mais ils n'ont pas fait que ça. Les Azerbaïdjanais, ils ont aussi droné des vieux appareils, des vieux avions tout pétés, etc. Ils ont fait un truc assez complexe de salve mixte, etc., pour supprimer les défenses antiaériennes arméniennes, dont, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, ils étaient équipés par les Russes. Donc c'est la défaite d'une armée para-russe face à une armée para-turque, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est un microcosme de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. L'échange de salves, comment on pénètre des positions fortifiées, échelonnées, à la fois au sol, mais également par donc des systèmes antiaériens. Déjà, l'importance, le rôle crucial d'une infanterie légère qui fonctionne à la manière en fait de forces spéciales. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il faut vraiment concentrer, vraiment synchroniser tous les effets de la puissance de feu, qu'elle soit dronisée, etc., etc. Donc en fait, déjà mécaniquement, le pari c'est ne massifions pas l'échelon forcément de l'infanterie, mais faisons des groupes qui soient capables en fait de leverage, de mobiliser les moyens à leur disposition et de jouer de fluidité du coup avec l'effet de la couche dronisée, quoi. Alors, on va peut-être rentrer quand même... On peut dire simplement que, mine de rien, tout ça évolue... Avant, vous indiquez l'élection de Zelensky en 2019. De ce point de vue-là, c'est quand même un petit tournant parce que ça met un petit coup d'accélérateur à un certain nombre de réformes, à une certaine quantité de fluidification qui se voit aussi dans la dronisation des forces armées qui commence à... diverger de plus en plus, disons, du modèle russe post-soviétique. L'État passe d'une logique de prédation. L'idée, c'était on va museler ou accaparer justement cette énergie innovatrice, donc des échelons tactiques, à une logique pas encore d'intégration, mais au moins de cooptation. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre des freins à cette innovation et on va plutôt embrasser un schéma vraiment de défense totale, donc beaucoup plus populaire, où vraiment on va essayer de trouver des énergies là où il y en a. Et donc ça facilite quand même les choses. Mais ça arrive quelque part trop tard, en 2020. Hein. La mise en place déjà des unités de défense territoriale, elle arrive quelques mois avant l'invasion. Et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, quelque part, l'État en fait, rationalise a posteriori, en fait, adoube un développement de sa société qui était déjà en marche depuis 2014. Alors, maintenant, si on passe à la guerre elle-même, donc, vous la découpez en 3 phases assez distinctes, donc l'offensive, ensuite du printemps 2022 au printemps 2023 et ensuite 2023-2024. Donc globalement, la surprise, l'ère du brouillage et l'ère des FPV, je le fais... Encore une fois, je me suis attaché aux fonctions. Oui, je sais, mais j'essaye de faire un truc hyper réducteur pour que tout le monde puisse situer un peu ce qu'on va raconter. Mais donc, la première phase, c'est évidemment celle de l'offensive russe, où là, vous montrez... Enfin, on le sait... Mais je ne sais pas si c'est tellement ça qu'on a retenu, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire l'espèce de fluidité folle qui caractérisait l'armée ukrainienne à ce moment-là, qui a totalement pris de court les Russes, qui ont vu le truc, l'ont vu très tôt, parce qu'évidemment, ils se le prenaient sur la tête. Vous dites, l'image, c'était l'image de la guerre de moucherons, quoi, ces trucs ces quadcoptères qui les perturbaient beaucoup. Parce qu'en plus, c'est hyper intéressant, vous indiquez qu'il y avait un précédent problématique pour eux qui était la Syrie, c'est-à-dire ils pensaient que c'était des armes de terroristes. Totalement. Et que du coup... Qui n'étaient pas voués à continuer. Et surtout pas voués à arriver sur un théâtre comme le théâtre européen face à une autre armée régulière, etc. Quoi. Encore une fois, il y a des éléments irrationnels. Ils méprisaient leur adversaire et donc ils se disaient, de toute façon, c'est une arme du pauvre, c'est une arme de terroriste, c'est les derniers soubresauts d'une... pour reprendre leur terme, mais d'une fausse nation, en fait. Donc, voilà. Mais du coup, il y a cet accompagnement de l'infanterie ukrainienne massif, avec tous ces drones de partout qui leur permettent d'être hyper mobiles, d'être hyper agiles, de surprendre, de se déplacer, d'avoir du renseignement en temps réel, etc. Et les Russes qui ne réussissent pas vraiment à avoir l'équivalent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes petits drones, ils ont d'autres drones, ils ont les Orlan dont ils se servent et qui leur servent. Qui fonctionnent très bien. Hein. Mais qui ne fonctionnent pas de la manière dont ils projetaient, quoi. Ah non, parce que là, en fait, c'est vraiment l'effet ciseaux, c'est-à-dire que la logique russe, la logique soviétique, il faut que le cadre d'engagement soit vraiment très méthodiquement préparé. C'est-à-dire que le Orlan, la dronisation à la russe à l'époque, elle fonctionne que si l'artillerie est bien positionnée, qu'il y a des gens qui savent à peu près où ils sont sur le théâtre, comment on va coordonner ces actions-là. Sauf que c'est ça qu'il faut quand même, il faut faire attention à ça. Le premier mois, la première phase qui dure jusqu'à le 25-27 mars 2022, c'est une cacophonie, mais pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, certaines unités russes n'avaient même pas amené avec eux leurs drones.
puisque c'était quand même l'outil high-tech qu'il fallait pas endommager en entraînement ou en déploiement. Donc les Russes ne sont pas prêts. Par rapport à, en fait, l'Ukraine, où là encore, l'État ukrainien n'est pas prêt, mais en fait, ces unités se sont auto-organisées. Donc elles, pour le coup, exploitent à fond cette petite innovation. Et c'est là encore qui est intéressant, où on reste pas on n'est pas encore dans la révolution, mais on est dans la confirmation que le drone permet effectivement de fluidifier, d'automatiser les opérations et les effecteurs traditionnels, donc artillerie, aviation, hélicoptère, antécédents. Mais alors, oui, mais l'ironie là-dedans, c'est que c'est un cas intéressant de l'outil qui montre la voie à l'armée, c'est-à-dire les Orlan et les Ailerons, enfin bon, il y a des équivalents, paradoxalement, montrent aux Russes là où ils pêchent, parce que pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'ils ne les utilisent pas. Alors, en gros, ça court-circuite toute leur chaîne de commandement hyper rigide, et c'est pour ça que ça marche. Et du coup, il y a une sorte d'ironie à la chose, qui est que, en fait, ça les sauve un peu, les Russes, mais ça les sauve parce qu'ils sont obligés de les utiliser d'une certaine manière qui les force à sortir des carcans hyper rigides, hyper post-soviétiques qui ont planté la première phase de l'invasion, quoi. C'est ça. Et c'était une contradiction qui était déjà notée avant. Il y avait beaucoup d'interrogations sur la modernisation russe. Et comme eux, leur théorie était différente, mais concrètement, on va dire que c'était une émulation de ce qu'on appelait les théories réseau-centrées chez nous. Donc l'idée qu'on va pouvoir justement court-circuiter les échelons supérieurs, on va pouvoir fluidifier la manœuvre tactique, les soldats, les différentes armes vont pouvoir se parler directement de façon horizontale. Ce qui crée beaucoup d'interrogations, c'est qu'on se disait, c'est un peu comment ils peuvent espérer automatiser et numériser sans lâcher prise, sans donner justement les initiatives tactiques. On va dire le matériel, même s'il permet de connecter les gens, ne suffit pas à permettre aux gens de prendre l'initiative. C'est une aptitude en fait morale, cognitive, qui n'était pas en fait donnée dans l'armée russe. Et donc effectivement, c'est ce qui se passe, ce qui les a entraînés à devoir du coup lâcher prise sur certains, on va dire, ils ont quand même beaucoup de réticences, c'est encore aujourd'hui. Et ça se voit dans le développement d'ailleurs de leur dronisation. Les Ukrainiens, encore une fois, ont développé surtout l'accompagnement d'infanterie, on va dire l'échelon tactique. Le développement du soutien à l'infanterie russe a pris des années. Ils ont d'abord mis l'accent sur la frappe stratégique, donc les Shahed, la frappe à longue distance. Après, ouais, voilà. Non, mais voilà, mais enfin, quand on n'est pas prêt, enfin, c'est toujours la même chose. Il faut une préparation. Si ce n'est être préparé, être outillé et avoir anticipé disons, l'innovation, au moins avoir une culture stratégique qui favorise l'adaptation pour quand on voit un truc et y être prêt. Et là, ce qu'on a vu manifestement, c'est que les Russes n'avaient pas du tout une culture stratégique qui permettait cette adaptation, quoi. En fait, c'est pas un système qui est sans vertu, mais en tout cas, l'engagement en Ukraine l'a fait complètement exploser. C'est-à-dire que le réflexe d'un planificateur russe par rapport à un nouvel armement, c'est de se dire complexité technique, organisation spécifique. Je vais spécialiser. Je vais allouer des opérateurs vraiment dédiés à cet objet. Ça a été le cas des hélicoptères, ça a été le cas des tanks, c'était le cas des drones, et c'était le cas, par exemple, de la guerre électronique. Et l'idée, c'était à chacun sa spécialisation. L'infanterie va faire que de l'infanterie, les dronistes vont faire que du drone, de la dronisation. Et l'idée, c'était tout ça, ça permet de simplifier leurs tâches et du coup de simplifier leur coordination. Mais en fait, donc c'était le commandant supérieur qui devait dire à chacun comment opérer ensemble. Mais du coup, ce qui crée un problème justement dans comment on instille une culture du drone, comment on instille une culture de l'initiative. C'est l'entraînement, c'est la formation. Sauf que très concrètement, en Russie, pour s'entraîner, les unités de dronistes s'entraînaient qu'entre dronistes, l'infanterie qu'avec l'infanterie. Et à chaque fois qu'ils devaient faire un entraînement, par exemple, interarmes, et encore pire à l'interarmée, avec l'aviation et les autres branches, en fait, il fallait forcément que ça soit un exercice en fait, du rang supérieur.
Les seuls véritables moments où l'armée russe s'entraînait comme un tout cohérent, c'était les APAD, c'était les exercices annuels de rang stratégique qui obligeaient littéralement plusieurs districts militaires à interopérer. Mais du coup, le reste de l'année, en fait, c'était vraiment des tunnels séparés. Ils fonctionnaient totalement en silo. Donc quand ils se sont retrouvés au début en Ukraine, avec cette incertitude, ce chaos permanent, avec eux-mêmes n'ayant pas respecté leur propre doctrine, tout ça a complètement volé en éclats. Et il leur a fallu, grosso modo, jusqu'à la contre-offensive ukrainienne de 2023, donc 1 an et demi, pour qu'ils se rétablissent, pour bénéficier d'une pause opérationnelle qui leur permette justement de se réarranger. Alors, on entre maintenant dans la deuxième phase, donc pas à partir de la contre-offensive. La deuxième phase, ça commence au printemps 2022, où là, il y a une adaptation, comme il y en a toujours à la guerre, spécialement face à des armes qui font tant de différence, et une adaptation qui, pour autant, relève de grandes traditions soviétiques puis russes, c'est-à-dire la contre-batterie et la guerre électronique. Et donc là, les Russes vont trouver des outils, trouver des moyens de contrer les drones ukrainiens en essayant de détecter essentiellement les opérateurs. Donc alors c'est très compliqué, vous l'indiquez, parce que en fait au radar, les radars sont pas paramétrés pour. Un radar c'est fait pour les radars russes, ils sont faits pour voir les F-16 arriver, pas les quadcoptères de chez G, quoi. Ouais. mais ça c'est un problème qu'on partage pour le coup. C'est un vrai problème ça, la détection de drones. Mais alors du coup, ce qu'ils réussissent à détecter, ce qui est rigolo, c'est les émissions, enfin le lien en gros entre la télécommande et le drone. Et ça, ils y arrivent à peu près quand ils sont pas trop quand ils sont pas trop loin. Et j'ai appris d'ailleurs en vous le disant qu'ils ont bénéficié aussi d'un truc complètement sur étagère. C'est qu'en fait, G, donc la marque DJI, en fait avait un petit boîtier qui s'appelle Aéroscope, qui est pour voir où sont les autres drones de la même marque dans le coin, j'imagine pour se faire des potes ou pour pas les percuter etc. Et donc ils ont commandé ce truc à 200 balles et en fait ça spottait tous les quadcoptères de la région. Et pour les Russes, c'était évidemment du pain béni, quoi. C'est ça. Là-dessus, c'est là où on voit aussi quelque part en reverse, en creux, l'intérêt aussi d'une logique très verticale, qui est capable en fait de ressortir des vieux plans de ces étagères. C'est que face à une menace inconnue, le réflexe c'est on densifie, on échelonne, on sature. Si on n'arrive pas à... C'est une nouvelle menace, on n'arrive pas forcément à la détecter, on n'arrive pas forcément à l'intercepter quand vraiment on fait attention à vraiment viser l'objet. Ils n'ont pas la précision, ils n'ont pas la technologie. Mais donc, par contre, on peut faire un écran de feu qui, un peu comme dans la logique de la flaque, pendant la seconde, où vraiment on va saturer l'espace. Donc la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. On va saturer l'espace, puis ça devrait toucher quand même. Et puis après, effectivement, mais ça c'est... Donc on sature l'espace où on pense que va être soit le drone, soit l'opérateur, avec l'idée que si on fait un tapis de feu sur globalement la portée entre une télécommande et un drone, a priori ça va toucher le mec derrière. Le système soviétique est un push système. C'est-à-dire qu'il doit générer en permanence les moyens, le feu. Le concept, moi je trouve que c'est intéressant de s'intéresser aux termes qui sont employés. Les Russes, quand ils conceptualisent une frappe d'artillerie, ou d'ailleurs ils conceptualisent l'anti-aérien comme une frappe anti-aérienne, ils parlent de charge des feux. Et c'est volumétrique. C'est-à-dire, sur tel hectare, sur tel volume d'espace aérien, on doit balancer tant de munitions, tant d'obus, pour qu'on ait densité, intensité, fréquence. Et voilà. Ouais, mais alors je mentionne que c'est parce que l'article suivant des vôtres, c'est un article aussi excellent de Pierre Grasser, qui était d'ailleurs là, qui était un ancien officier de l'armée de l'air, qui était d'ailleurs là au premier passage dans le podcast, qui commence par une citation qui est à mourir de rire, qui est une citation de Dimitri Rogozin, donc le vice-président du gouvernement russe, qui dit la méthode à l'ancienne pour les drones, c'est 6 balles par mètre cube et il n'y aura plus de drones. Alors de fait, des gens l'ont déjà dit à ce micro que la meilleure manière de taper un drone, c'est avec un fusil à pompe, parce que ça fait de la mitraille. Mais bon, ça montre un peu aussi une manière de réfléchir. C'est 6 balles par mètre cube, au bout d'un moment, ça va finir par marcher. Et donc, si on densifie les feux, au bout d'un moment, on va finir par taper. Mais je dirais juste quand même, faut pas non plus se gargariser,
parce que, pour le coup, ça marche par rapport à justement une génération de drones qui a été de plus en plus importante. Et le combat avec les fréquences, justement, on ne peut pas tout détecter. C'est aussi simple que ça. Donc, avoir un modèle tout azimut où, au final, on va occuper l'espace par les feux, et du moins, si on a les moyens, une approche qui est prudente. Je dirais que pour une armée continentale à la russe qui n'a pas les effecteurs aériens qu'on a, c'est pas du tout, c'est pas absurde. Voilà. Je dirais juste qu'il faut faire attention à ça. Parce que nous, par exemple, il y a des grosses questions qui vont se poser sur comment on va épauler nos forces de manœuvre. Clairement, nous, on n'a pas le volume pour faire ça. Mais on n'a pas non plus les radars pour faire ça. Et on n'a pas l'interconnexion entre tous nos effecteurs pour qu'on ait une synergie qui nous permette d'optimiser nos forces existantes pour faire ça. Donc voilà, il faut pas non plus trop rire des Russes, c'est pas complètement déconnant parfois. Mais d'autant qu'à cette époque-là, comme vous l'indiquez bien, ça marche. Il y a une attrition considérable. C'est l'époque où on consomme 3 drones par heure, etc., où les drones ont une durée de vie minimale. Les quadcoptères, c'est quelques minutes, et même les plus gros, généralement, ils passent pas la journée. Donc voilà, il y a un moment où on finit par taper une impasse sur cette manière très innovante, ou en tout cas très surprenante qu'avec les Ukrainiens de le faire pendant la première phase, et du coup il y a un moment où il faut se mettre à trouver d'autres solutions en tâtonnant, parce que on finit quand même par une impasse on peut faire voler du plastique toute la journée, si ça tombe tout de suite, il y a un moment où ça finit par s'essouffler un peu, quoi. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que justement il y a 2 façons de réagir par rapport à une capacité qui vole plus littéralement. C'est peut-être qu'il faut passer à autre chose, ou alors comment on rend l'attrition soutenable. C'est ça que j'ai trouvé passionnant, c'est là où l'objet en fait éclate vraiment et acquiert des qualités complètement nouvelles, où on passe du gadget à acheter sur étagère ou développé par les complexes militaro-industriels à vraiment l'objet consommable de la société numérique. C'est-à-dire que notre drone il dure 15 minutes, il dure 3 jours, je vais pas essayer forcément d'améliorer ce drone-là, mais je vais faire en sorte qu'il devienne, que son coût de production et de déploiement devienne insignifiant, de massifier. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on passe d'objets comme le TB2 ou les Reaper avant, qui étaient quand même très sophistiqués, qui étaient polyvalents. Le TB2 ayant le mérite de coûter beaucoup moins cher qu'un Reaper, ça coûte cher quand même. Ça coûte quand même 1 million à la louche, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Le TB2 était mis en avant comme le drone plus sommaire, plus tactique. Le low-cost du drone. C'est ça. Alors qu'en fait... Et là, DJI a fait Hold My Beer. Vous allez voir ce que c'est le low-cost. On passe... on a des objets qui coûtent entre $500, $1000, $1000. Quand je parle des FPV, donc les drones les plus petits, ceux qui sont commandés par manette, c'est First Person Viewer. On passe donc de ce coût-là un TB2 qui était, si je ne me trompe pas, entre 1,6 et 3 millions de dollars. Donc le truc, on change complètement d'objet. Et le mouvement, du coup, cette pression de l'attrition entraîne donc la massification, la baisse des coûts et donc une simplification des designs. Et là, ce qui est fascinant, c'est que du coup, pour garder, on va dire, la cohérence d'ensemble, garder ce qui faisait l'intérêt du drone, donc la vision, l'interconnexion, etc., en fait, les flottes vont commencer à se complexifier. C'est-à-dire qu'avant, on avait un drone, comme le TB2, maintenant, on va en avoir 10 spécialisés à une fonction différente. Et tout l'intérêt, ça va du coup de les intégrer en fait dans une sorte de micro-manœuvre aérienne. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas une rétrogradation technologique, mais on va dire une standardisation, simplification des designs, qui va aller proportionnellement inversement à une complexification des schémas d'emploi. Et c'est là où on rentre justement dans le rattrapage entre le bouleversement social, où les gens ne s'organisent plus du tout de la même manière que dans une société verticale en mode État français ou allemand 1914-1918, mais ils sont déjà dans une logique donc numérisée, horizontale, d'individu à individu. Ce bouleversement social arrive du coup dans le domaine militaire, où on arrive pareil on quitte... j'avais trouvé ce terme que je trouvais intéressant, j'ai oublié l'auteur, mais il est cité dans le briefing de l'IFRI, où pour caractériser, on va dire, le monde, l'environnement technique de la Première Guerre mondiale, il parlait de macro-technologie. Je trouvais que c'était super intéressant parce qu'on a bien l'idée, les chaînes de montage qui vont produire toutes les formes de T que vous voulez, mais à la condition qu'elles soient toutes noires. Donc les projets, les outils, les produits de masse standardisés, etc. Et là, on passe de la macro à la micro.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à une personnalisation de masse des appareils. Bon, là, je vais très vite dans l'enchaînement du plan préétabli, mais... L'auteur, c'est Denis Showalter. Ouais. Et article passionnant, qui vraiment est, je trouve, qu'il faut lire en fait en creux de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Juste pour rester sur cette deuxième phase, quand même, d'un point de vue plus technologique, c'est le moment où on voit apparaître quand même, réapparaître cette fonction de missile de croisière, quoi. C'est la grande époque du Lancet, qui sont déjà du FPV, hein, parce qu'on se souvient de ces images de Lancet qui foncent vers des chars, ou une fois, j'ai un souvenir de canon César, etc. Donc ces munitions russes qui foncent comme ça, qui rarement détruisent les équipements, mais souvent on les endommage, donc ça marche assez bien. Et on a, donc c'est hyper intéressant, une sorte de manière de complètement repenser les outils, c'est-à-dire le TB2 ou le Orlan. Bon, vu qu'il ne sert à rien au-dessus de la ligne de front parce qu'il se fait taper tout de suite, il devient un répéteur, un relais de communication. Donc on le met très haut parce que les ondes, ça passe mieux en hauteur. Donc on le met en hauteur, pas trop loin de soi, en tout cas un endroit où ça capte bien. Donc ça permet de garder le lien avec les autres drones. Et là, on arrive sur ces munitions qu'on a parfois appelées rôdeuses, qui ne sont pas vraiment rôdeuses, mais enfin, en tout cas vers ces munitions téléopérées, qui ont quand même une charge utile significative et qui peuvent assez bien endommager. Donc ça fait des espèces de missiles de croisière avec quelques dizaines de kilomètres de profondeur qui permettent de taper des choses autour de quelques dizaines de kilomètres de profondeur de l'autre côté de la ligne. Encore une fois, je dirais, la dronisation, c'est quoi? C'est comme, vous voyez, une JDAM, donc c'est la bombe de précision américaine. Une JDAM, c'est personnellement, là vous faites un geste, j'en ai jamais tenu dans les mains comme ça. Non, moi non plus, mais je sais pas, je vois la forme de la bombe. Bref. Donc la JDAM, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de base, vous avez une bombe lisse, donc vraiment une bombe traditionnelle, et par-dessus, vous mettez un kit de GPS qui va en fait permettre de rendre cette bombe lisse, en anglais c'est dumb bomb, en une smart bomb littéralement, qui va en fait devenir un outil de précision. Le drone, c'est pareil. C'est un kit de précision aux effecteurs traditionnels et un kit de connectivité. C'est-à-dire qu'en même temps que vous déployez le drone, vous pouvez viser précisément et en plus, vous pouvez mettre en relation des effecteurs différents. Quand on parle de cette profondeur-là avec le Lancet, donc là, on va être sur les 15 à 30 km de portée effective. En fait, c'est, encore une fois, c'est la mission de contre-batterie. Comment on va massifier les tirs de contre-batterie et comment on va surtout pouvoir les dynamiser. Donc la contre-batterie, je précise, il y a l'artillerie ennemie qui vous tape dessus. L'idée, c'est du coup de taper l'artillerie ennemie pour qu'elle arrête de vous faire pleuvoir le feu dessus, quoi. Ouais. En fait, le problème là-dessus, c'est que dans le modèle russe, pour traiter les cibles dynamiques et les cibles qui sont donc dans ces portées-là, donc 15, 30, même 50 selon la permissivité du front, c'était le rôle de l'aviation d'assaut, donc les Su-25, et le rôle des hélicoptères de combat, donc par exemple les Ka-52. Le problème, c'est que ces appareils-là, ils se faisaient complètement détruire sur le front, l'aviation ne passait plus. C'est pour ça que vous savez, on voyait les vidéos de Ka-52 d'hélicoptères russes qui tiraient en cloche, en fait. Parce que les hélicoptères, toute cette aviation légère ne pouvait plus pénétrer le front et faire cette mission cruciale de contre-batterie, puisqu'il fallait bien pouvoir dégrader, encore une fois, la puissance de feu ukrainienne. Et là, le drone passe parce que déjà on peut le renouveler, puis parce qu'encore une fois il passe sous le radar, et parce qu'il est beaucoup plus nimble, il est beaucoup plus agile. Donc en fait, quand on regarde le Lancet, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde pas encore forcément le missile de croisière, mais on regarde en fait la roquette unitaire. Et on regarde en fait concrètement. Ça fait pas aussi mal qu'une roquette unitaire, etc. Par contre, ça coûte moins cher. Après, c'est des trade-offs bien connus des ingénieurs, c'est-à-dire que la précision permet de compenser la charge utile. Le Lancet, c'est entre 3 et 8 kg de charge explosive selon les modèles, mais le fait est que ça tire quand même très précisément. Donc dès qu'on peut viser... Si vous le faites pas brouiller, mais bon. Si on le fait pas brouiller, etc. Mais là encore, comme il y a plus d'appareils disponibles, comme en fait on peut spécialiser les appareils à la mission précise, en fait on diminue leur vulnérabilité, on augmente leur efficacité. Ce qui est intéressant avec le Lancet, c'est que par exemple le Lancet ne s'occupe pas
de la reconnaissance. Le Landsat, comme ça, émet beaucoup moins, donc il est beaucoup moins détectable par les radars adverses. Le Landsat, en fait, il va surtout s'appuyer sur un peu le Orlan, mais surtout le Zala, qui est un autre drone de reconnaissance russe, qui lui va émettre, lui est beaucoup plus vulnérable, mais du coup, vous voyez, ça compartimentalise en fait les vulnérabilités entre les appareils. Et donc, du coup, le Landsat passe, le Landsat fait mouche. Et après, bon, les effets de dommage, les effets de suppression, honnêtement, c'est quand même intéressant. Le fait que les Landsat ne détruisent pas complètement l'équipement fait quand même qu'à la fin des fins, si les Russes décident d'encager une zone pour l'attaquer, ils vont pouvoir vraiment saturer l'espace de feu et du coup pouvoir ensuite avancer leur pion tactique, l'infanterie et les blindés, quoi. Et enfin, c'est aussi l'époque où il y a beaucoup de Shahed qui commencent à arriver, enfin qui sont déjà arrivés depuis un certain temps, mais ce qui fait qu'il y a une sorte de guerre des drones qui est quand même très très différente entre l'espace autour de la ligne de front et la profondeur stratégique, etc. Enfin bon, c'est ce que vous dites, enfin ça remplace des pions. Les Shahed, ça permet de baisser le coût de la salve à visée stratégique contre les infrastructures ukrainiennes, parce que vous mettez des trucs un peu pourris qui valent pas cher au milieu de votre salve de missiles de croisière. Donc ça sature les défenses antiaériennes ukrainiennes. Et puis de l'autre côté, autour de la ligne de front, vous avez vos Landsat, etc. Donc il y a des usages différents, il y a des usages variés, des objets différents pour des usages variés. Pardon. Là, du coup, le Shahed, on pourrait parler de lui comme d'un missile de croisière, pour le coup, par rapport à ses portées, par rapport à son comportement, ses performances, etc., par rapport à ses cibles. Ce que je trouve intéressant, là aussi, c'est... j'en avais déjà parlé la dernière fois de retour d'Ukraine, mais en fait, on commence vraiment à avoir une matérialisation de ce que pourrait être une véritable manœuvre aérienne. Parce qu'il y a tellement de drones. Aujourd'hui, ils produisent quelque chose comme 440 Shahed par jour. Donc c'est des salves qui sont très, très importantes, qui sont lancées sur l'Ukraine. Maintenant, on est... alors, il faudra revérifier, mais on est quasiment, je crois, à 1000 Shahed lancés par semaine en Ukraine. Il faut revérifier, mais en tout cas, les chiffres grossissent de plus en plus. Et là, en fait, du coup, on a concrètement de la permanence dans l'espace aérien. C'est-à-dire que les Shahed fonctionnent... Enfin, après, il y a le côté soviétique, mais ils fonctionnent vraiment comme un premier échelon. Les Shahed sont là pour attritionner, en fait, épuiser les ressources d'intercepteurs de la défense adverse, et puis surtout en fait maintenir une pression constante. Donc là encore, comme sur le front terrestre, les Ukrainiens sont forcés de faire des arbitrages très douloureux entre protection des villes, protection des industries, protection du front. Et donc les Shahed, en fait, c'est un échelon de reconnaissance, reconnaissance par le feu, ou reconnaissance en force. C'est-à-dire que par cette action brutale, ils vont soit identifier là où ça passe, là où il n'y a pas de résistance, soit épuiser la résistance et du coup entraîner une percée. Et là, il y a une articulation intéressante entre cet échelon d'attrition et de fixation, donc constitué par les Shahed, et ensuite des vecteurs qui, eux, sont plus performants, qui sont plus manœuvrants, mais qui sont plus sophistiqués et donc, du coup, plus chers, ouais, merci, qui sont les missiles balistiques, les missiles de croisière, etc. Donc, il y a ce qu'on appellerait dans le jargon un high-low mix, donc entre les appareils vraiment chers et ceux moins chers, on arrive à une massification différenciée qui optimise chacun des vecteurs, voilà. Et enfin, donc on arrive maintenant à la troisième phase qui s'ouvre avec avec la contre-offensive ukrainienne, l'offensive ukrainienne de l'automne 2023, où là c'est intéressant. Alors c'est intéressant pourquoi vous l'avez séquencé, parce qu'à bien des égards, ce que vous venez de dire est encore valable pour la période suivante, mais il y a en tout cas une tentative ukrainienne de faire quelque chose d'original sur une offensive avec des brigades d'assaut où c'est les drones qui sont au centre. C'est-à-dire c'est plus les drones qui accompagnent l'infanterie, c'est l'infanterie qui accompagne les drones. Et avec des outils dont vous indiquez qu'en fait ils sont pas mal. Ils inventent des espèces de bombardiers qui sont censés être réutilisables, qui larguent une mine sur la tête des Russes, etc. Et vous dites en fait c'est pas mal parce que ça se voit que les Russes ils aiment pas ça du tout. Mais il y a quand même une telle guerre électrique, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une continuité avec la phase précédente, une telle guerre électronique, qu'en fait c'est quand même il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Enfin, alors c'est intéressant là-dessus parce que effectivement à l'époque les retours que j'avais donc c'est les vampires, les R-18, les bombardiers, donc les drones bombardiers ukrainiens qui sont vraiment des multirotors, je crois qu'il y en a entre 8 et plus. À l'époque, effectivement, les retours étaient contrastés et aujourd'hui, ils remarchent complètement à nouveau. Et donc, parce qu'encore une fois, l'outil a été reconfiguré, amélioré, précisément adapté au niveau et à la nature de la résistance russe adverse.
Mais ça, c'est intéressant. Pour faire encore un détour, finalement, je digresse beaucoup, mais il y a l'excellent livre d'Olivier Schmitt sur l'innovation. Alors, je sais qu'il ne le considère pas comme un processus, ce qu'il décrit n'est pas un processus, mais je trouve que ça marche bien, et c'est vraiment pour éclairer la question. On a, de 2014 à 2022, en fait, une période d'ajustement. C'est-à-dire que les troupes réagissent à la situation, ils se débrouillent comme ils peuvent, il y a un côté urgent, mais ça reste quand même des initiatives localisées et non systémiques. 2022, l'invasion, on est là dans l'adaptation. C'est-à-dire que là, les pouvoirs publics encouragent, ils ne sont pas encore à complètement systématiser la chose, mais du coup, l'adaptation gagne en puissance, elle gagne en généralisation. 2023, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un moment de pause. Les deux acteurs réfléchissent à ce qui s'est passé dans l'année écoulée et essayent de reconfigurer leur système, leur appareil de force. Les Russes, ils foncent sur la grande profondeur, les Shahed, les Lancet, etc., sur le lourd, sur le vertical, dans leur logique bien à eux. Et les Ukrainiens, eux, encore une fois, réfléchissent à comment je peux faire en sorte que mon infanterie passe partout, comment je redonne de la valeur, comment je donne du choc à ma manœuvre terrestre. Et donc là, on passe de l'ajustement à l'adaptation, à l'innovation, dans le schéma d'Olivier Schmitt. Et donc là, il y a vraiment... On peut préciser, pour réécouter l'épisode avec Olivier, mais il y a 4 étages, c'est donc l'adaptation, ajustement, adaptation, innovation, et le dernier stade, c'est la rupture. Et la rupture, exactement, qui est fin 2024-2025. Mais donc l'innovation arrive où justement, il y a donc conceptualisation. Les Ukrainiens se dotent d'une doctrine des drones fin décembre 2023. Des unités... Où ça, vous indiquez, c'est pas non important parce que ça oblige maintenant les commandants à prévoir les drones dans leurs manœuvres, ce qui, vu la masse d'officiers formés à l'ère soviétique, est pas inintéressant de les forcer un peu à ça. C'est ça, il y a un côté normatif en fait qui arrive. Là, c'est bon, on n'est plus dans le laisser-faire, on est vraiment dans maintenant, ça c'est la norme de base. C'est ton minimum syndical que tu as un drone au-dessus de toi pour faire tes opérations. Donc il y a la doctrine, et là il y a la réorganisation et la restructuration des forces. C'est-à-dire qu'effectivement, on passait d'une logique vraiment presque marginale, le drone patch des organisations et des théories précédentes, à créons des unités fondamentalement nouvelles. Je crois que c'est Johan Michel avec Elie Tenenbaum, mais encore Olivier Schmitt, décidément, qui avait vu la chose dans un des articles peut-être politique étrangère, ou je ne sais plus. C'était en politique étrangère, c'était il y a quelques mois. Où justement, il pointait bien que les brigades d'assaut, notamment, étaient des brigades, en fait, dont l'élément de choc, de pénétration, d'appui, était en fait tronisé. Et donc, toutes leurs manœuvres interarmes, pour le coup, étaient reconceptualisées en faisant du drone un déterminant et plus seulement un adjuvant. Voilà. Puis, après, on parlera de la rupture, mais on va pas spoiler tout de suite. Non, mais on peut y aller parce que c'est intéressant. Enfin bon, je veux dire, c'est aussi un moment, donc on est dans le grand moment du FPV. Alors, FPV, c'est intéressant parce que au bout du compte, c'est un terme avec lequel je commence à avoir de plus en plus de mal parce que il y avait déjà FPV, ça veut juste dire First Person View. Donc, en fait, c'est un mode de guidage, c'est pas un appareil, effectivement. Mais du coup, en vrai, les DJI du tout début, c'était déjà du FPV. Non, c'est pas tout à fait pareil. Il y a quand même une... c'est littéralement First Person View. C'est quelqu'un sur une télécommande qui a un écran et qui voit à la première personne. Ensuite, les Lancet, c'est du FPV. Où est-ce que vous faites la différence avec les FPV d'aujourd'hui ? Non, c'est quand même un mode de guidage différent. Qu'est-ce qu'il je vais pas avoir tous les détails techniques en tête, mais il y a déjà une différence de fréquence, puisque de souvenirs Mavic et drone, on va dire, on va déjà dire traditionnel, mais bon, classique, c'est vraiment de la téléopération, donc c'est des fréquences, je vais me faire taper sur les doigts, mais des fréquences, des fréquences radio. Alors, radiotransmetteurs. C'est ça. Alors que le FPV, c'est plus digitalisé déjà. Et ensuite, sur la commande, sur la télécommande, et ça a créé des problèmes de formation. C'est-à-dire que n'importe qui peut piloter un Mavic. C'est extrêmement facile. Vous avez votre joystick, votre contrôleur, et puis hop, vous le faites comme ça. Alors que FPV, en fait, vous contrôlez avec votre regard, en fait. Les lunettes, déjà, sont dans l'interaction, quoi. Donc, il y a un côté beaucoup plus, déjà, immersif, avec d'ailleurs des problèmes psychologiques complètement différents pour les opérateurs. Et d'ailleurs, ça leur crée le passage
des drones simples, on va dire aux drones FPV, a créé en fait d'ailleurs des problèmes de RH et de formation, puisque il y avait beaucoup de craintes à l'époque en mode mais est-ce que ça va pas restreindre le pool, la ressource en fait en opérateur drone, puisque le Mavic n'importe qui peut le faire. Et là, ils se sont rendus compte notamment qu'il y avait des problèmes intergénérationnels. C'est-à-dire que les jeunes générations qui étaient exposées aux affres du gaming étaient complètement capables en fait de gérer en fait ce côté 3 dimensions dans leur contrôle de l'appareil, alors que les vieilles générations, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà. Non, mais c'est les jeunes qui ont grandi avec Call of Duty qui ou Minecraft qui réussissent mieux que nous autres vieux cons qui avons grandi avec Warcraft, quoi. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, le moment de rupture, c'est quand justement 2023, on est encore quand même sur les drones. On va augmenter la manœuvre interarmes traditionnelle, on reste quand même encore comme ça. C'est le drone remplace l'hélicoptère, remplace la roquette unitaire, il remplace plein d'équipements, mais on reste quand même sur des schémas quand même encore un peu traditionnels. Et puis rupture, gros choc, échec de la contre-offensive. C'est un choc qui passe quand même par démission de Zaloujny, remplacement par Syrski, donc le chef de l'état-major ukrainien. On passe, l'initiative change de camp. Avec la longue offensive stratégique russe qui commence fin août, début septembre sur Avdiivka. Avdiivka qui va tomber sûrement une des plus grosses défaites ukrainiennes de la guerre, où vraiment la défense ukrainienne a été pulvérisée, encore une fois à la russe, c'est-à-dire concentration de force extraordinaire. Un rapport de feu de 1 à 10 en obus, rapport d'hommes 1 à 5, avec en plus une position de saillant, enfin bref. Donc le choc, le traumatisme est réel, et les Ukrainiens, en fait, surtout la partie réformatrice, en fait, est là en mode, en fait, on change de guerre, il faut qu'on change de guerre, parce que si on reste dans la logique conventionnelle qu'on a poursuivie jusqu'à maintenant, on ne peut pas gagner. C'est le fameux mantra, une petite armée soviétique ne peut pas gagner contre une grosse armée soviétique. Et donc là, en fait, on passe vraiment à une rupture, où le drone, la dronisation, notamment, doit en fait s'émanciper de la conduite des opérations interarmes telles qu'elle était faite. Et donc là, il y a la création du service de drone, il y a l'adhésion totale à un mode dérégulé de génération de l'effort de guerre. On en reviendra, mais avec Brave One, avec maintenant un marché à point où les meilleures unités peuvent acheter directement leurs gadgets comme ça. Et donc on passe vraiment à une toute autre logique, en fait. Voilà. En transit, comment est-ce que vous la caractériseriez, cette autre logique qui se nourrit de ses échecs précédents, mais qui, pour vous, marque... C'est intéressant, on en parlait juste avant l'émission, parce que le papier de l'IFRI, vous dites, c'est une révolution. Dans les papiers de Vortex, vous dites pas vraiment ça. Vous seriez plutôt sur une position un peu contraire, même sur ces remplacements, voilà. Et donc, voilà, comment est-ce que vous la caractériseriez, cette rupture qui a donc quelques mois, sur l'utilisation des drones? En fait, je trouve que l'élément vraiment déterminant de rupture qui fait que la manœuvre change, c'est que, pour vraiment grandement schématiser, quand vous étiez en opération, vous rentriez, on va dire, dans un scénario à ressources finies, délimitées. Le jeu d'échecs, vous avez des pions, vous avez des ressources, mais elles vous ont déjà été données. Et une fois que vous êtes dans l'engagement, ça ne peut pas vraiment beaucoup changer. Vous pouvez avoir des renforts, etc., d'accord. Mais vous restez quand même dans une unité de temps et de lieu. Je ne reviens pas non plus à la bataille décisive, mais qu'on se comprenne, quand vous êtes votre commandant d'unité, vous pouvez pas changer votre organisation, vous ne pouvez pas découvrir des soldats cachés sous des mottes de terre ou trouver de nouveaux moyens. Et en fait, c'est ça qui change. C'est-à-dire que l'innovation, maintenant, qui est un processus qui alimentait donc l'effort de défense au niveau stratégique, puis ensuite opérationnel, puis ensuite tactique, puis la bataille, l'engagement lui-même. Maintenant, l'innovation, avec la dronisation, se retrouve directement, en fait, dans l'opération. C'est-à-dire que... Et ça crée une complexité folle. Parce que maintenant, un commandant d'armée n'a plus seulement à savoir bien coordonner ses forces, à bien comprendre son effet majeur, pour reprendre notre doctrine, comprendre l'adversaire, etc., ce qui est déjà extrêmement complexe. Mais maintenant, en fait, il doit réfléchir au design de ses armements. Il doit inclure dans sa charge cognitive comment il peut reconfigurer son armement à sa disposition pour que ça passe.
Et donc ça crée une rupture totale. Parce que du coup, les schémas verticaux de l'effort de guerre ne peuvent plus suivre. Il faut forcément qu'il ait en fait un atelier de production à lui, qui puisse en fait customiser, un customisateur tactique vraiment dédié. Donc ça change la logique. Il y a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est pour ça que j'ai fait du buzzword, mais on avait donc cette doctrine de multi-milieu, multi-champ, avec cette idée encore qu'il faut pouvoir faire converger des espaces de manœuvre. Il faut qu'on joue de fulgurance, etc. Et donc j'ai essayé de dire, maintenant, on passe à un combat multi-feu, multi-champ. Alors là, on me dira que j'ai été influencé par les théories soviétiques, mais on retrouve ça quand même aussi chez nous dans les théories, du moins américaines. On vous en soupçonne vivement. Ouais, forcément. Mais que le feu, maintenant, l'élément du feu, c'est plus seulement la question de est-ce que le feu écrase la manœuvre ou est-ce que la manœuvre passe au-dessus des feux. Le débat Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, c'est le feu, en fait, s'autonomise. Le feu devient quasiment il s'autogénère avec la dronisation. Et il devient ultra agile. On n'est plus dans on passe de la logique push system soviétique très industrielle où tu tires, tu pousses, qu'importe si les cibles sont là ou pas, à une logique en fait de personnalisation totale. Et donc, on précise que c'est du côté ukrainien, parce que ça se développe aussi côté russe quand même aussi. Oui, mais vous indiquez qu'il y a quand même une grande différence en termes de structure même industrielle, c'est-à-dire les Russes ils font de la masse parce qu'ils industrialisent, etc. Les Ukrainiens ils font du sur-mesure, enfin en tout cas de l'artisanat puisque c'est extrêmement décentralisé, etc. C'est d'ailleurs une des limites de ce modèle-là contre l'autre, c'est que pour faire de la masse comme on en a besoin, ça finit par toucher des limites. Mais donc, vous indiquez que cette customisation, elle se rapproche de la ligne de front de plus en plus, et que du coup, c'est l'avantage comparatif des Ukrainiens peut-être là-dessus par rapport aux Russes, qui eux produisent dans des grosses usines, mais du coup, c'est plus difficile de faire sur mesure sur le terrain, quoi. Je dirais, en fait, encore une fois, on revient sur les premières questions de l'entretien. Les deux acteurs prennent les choses de façon inversée. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont l'élément bottom-up, ils ont l'élément empirique, tactique, c'est-à-dire ils ont cette innovation organique dans les unités qui leur permet de réagir, de contrer leur adversaire, de contrer sa masse. Mais les Russes, je trouve, ont pour le coup de la théorie, et ils commencent à voir vraiment sur la structuration des forces, notamment, ce qui est un gros problème chez les Ukrainiens, c'est toute la question de la réforme en corps d'armée, etc., comment ils vont réussir à passer à l'échelle. Les Russes n'ont pas encore l'innovation tactique. Ils n'ont pas l'un de ces deux piliers de cette révolution, mais ils ont le schéma intégrateur. Et ça s'accélère. Un auteur absolument critique dans leur pensée militaire, qui est Makarenko, qui est un auteur indépendant, mais qui écrit maintenant depuis au moins une vingtaine d'années, qui est cité abondamment... C'est le fil de Vortex. C'est ma première intervention Vortex sur modèles aérospatiaux russes et chinois. Makarenko est dedans, parce qu'à l'époque, il est déjà, lui, dans une réflexion sur, à paradigme constant, comment on robotise. Ensuite, il passe à comment fait-on pour avoir plus de masse ? Comment fait-on pour avoir ce côté réseau centré et tout ? Et aujourd'hui, c'était en octobre-décembre, il a sorti 2 articles, coup sur coup. L'un dans son journal scientifique, l'autre dans le journal des VKS. Donc il y a quand même un tampon officiel. Des forces aériennes. Des forces aériennes, tout à fait. Donc un tampon officiel quand même assez important, où il exprime très clairement le problème que la Russie n'a plus les moyens industriels et économiques et technologique, le potentiel technologique, pour revenir à un mode de combat mécanisé avec des plateformes lourdes, que ce soit l'aviation ou sur le segment terrestre. Et donc Makarenko est là, il fait, il faut droniser tout azimut. On n'a pas les cellules, par exemple, de l'aviation ISR, donc il faut droniser les ISR. ISR, donc c'est les cellules de renseignement. Enfin, on n'a pas des avions de renseignement adéquats, on a des A50, on n'en a pas beaucoup. C'est ça. Et du coup, il faut, ça passera par des drones. C'est ça. Et ce qui s'est passé encore avec l'opération ukrainienne Spiderweb va encore accentuer ça. L'héritage soviétique ne peut pas être retrouvé. C'est encore une fois, c'est comme ils vivent dans les décombres d'un grand. C'est presque symbolique. C'est tous ces TU pas 22 parce qu'ils sont relativement récents, mais tous ces TU 95, etc.
littéralement des vestiges de l'époque soviétique, puisqu'ils ont été construits, ils ont été pensés et construits à cette époque-là. Ils se font détruire. C'est intéressant symboliquement. Ils se font détruire par une salve de drones ukrainiennes. Et est-ce que l'idée c'est de les reconstruire, ou est-ce que l'idée c'est de construire des drones qui pourront faire face à cette salve de drones? Ça sera du drone. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là encore, optimisation en remplacement. Mais du coup, là, les schémas de structure de force, de brigade notamment, complètement drone, sont assez cohérents. Du moins, moi je les analyse en cohérence avec les schémas de... Est-ce qu'elles sont sérieuses pour un officier russe? Oui, parce qu'il reprend bien les codes, les normes de comment on construit une unité, comment elle doit justifier ses opérations, etc. Il a tout l'appareil théorique et normatif de comment on construit une unité à la russe, il est dedans. Et vous pensez que ça va aboutir? Je pense que ça va aboutir. Je pense que ça va aboutir parce que, un, ils n'ont pas les moyens forcément de faire autrement. Deux, ils sont toujours dans ce côté asymétrique vis-à-vis de nous. Donc non, je pense vraiment qu'ils vont aller là-dessus. Ouais. Alors ensuite, ça pose donc la question de nous et de comment faire face à... je vais faire une tangente, puisque la question, c'est de savoir si on fait face à une révolution militaire ou pas. Et là, vous avez démontré de manière très éloquente, je trouve qu'on est dans une rupture, mais une rupture n'est pas une révolution. Et c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Dans les typologies d'Olivier Schmitt, il ne prend pas le terme révolution, parce que révolution, c'est associé, il se trouve que c'est quelque chose que je connais un peu, il y a une révolution militaire dans l'histoire, c'est l'apparition du canon, éventuellement le nucléaire, et on peut en discuter, et on en a énormément discuté, et ça a fait des dizaines de milliers de pages de débats entre historiens dans lesquels vous pouvez aller voir si vous voulez, mais bon, c'est long. Pour qu'il y ait une révolution, je pense, et je ne suis pas le seul, que ça implique, disons, une dimension politique, une dimension sociale. Une révolution, il faut que ça... et même une dimension existentielle, c'est-à-dire de changer le rapport des soldats à la mort, dont on ne peut pas écarter qu'on en arrive là un jour. Ça me paraît, de la manière dont on l'a décrit, un peu précoce, de dire que la relation déjà que toutes les sociétés vont se reconfigurer profondément, de la même manière que c'est arrivé avec l'apparition du canon, ça détruit, mais c'est pas que ça, mais la chevalerie, ça détruit une certaine structure de force et aussi une certaine structure sociale qui est derrière. Peut-être que ce sera le cas, je pense qu'on n'y est pas encore, et ensuite de voir si ça change profondément le rapport à la mort et le rapport au combat, disons la relation du militaire au combat. Peut-être que ce sera le cas avec des drones de plus en plus autonomes, etc. Ce truc dont on dit depuis 20 ans que ça n'existe pas parce que ça n'existait pas et que maintenant que ça arrive, les drones tueurs, peut-être que ça va reconfigurer profondément. C'est un tout petit peu tôt pour dire que c'est une révolution, mais c'est un débat qui est ouvert et qui est bon à avoir, je pense. Ouais, tous les éléments que tu viens de sortir, honnêtement, je les vois et c'est un peu l'impression c'est l'impression que ça me donne. Déjà, j'aimerais dire que faut pas croire que la dronisation, c'est quelque chose de... Comment dire ? La révolution a mis longtemps à maturer. On parle de transformation capacitaire, de théorisation qui remonte quand même aux années 70-80. C'est la révolution qui venait. Réseau centré, informatisation, automatisation. Oui, mais c'est exactement la raison pour laquelle il faut faire attention avec le terme de révolution, parce qu'on a prétendu qu'il y ait des révolutions dans la révolution des affaires militaires dans les années 80 aux États-Unis. Ça n'était pas une révolution. Les Russes ont vu des révolutions militaro-techniques partout. Ça n'a rien de révolution. Donc voilà, je dis simplement, c'est intéressant de se garder le terme de révolution et de laisser décanter un peu avant de le tamponner tout de suite. Moi, j'ai beaucoup hésité quand j'ai fait ce briefing à utiliser le terme, mais en fait, je me rendais compte que je tournais autour du pot et que je me refusais à, en fait, ce qui... Mes conclusions, mon interprétation, en fait, j'arrivais pas à trouver autre chose. Pour moi, ça validait complètement le concept. Parce que je trouve que, justement, la dronisation, c'est quelque chose qui est emmené par un profond... Du moins en Ukraine, la révolution, elle n'arrive pas partout tout en même temps, mais il y a un rapport complètement différent de la société à son État. Et c'est pas un rapport qui est uniquement expliqué par la faiblesse de son État. La société ukrainienne, c'est un écho de la nôtre. Le combat, je trouve que ça serait difficile de ne pas parler de révolution quand, par exemple, quand on parle de la conception de la mort, aujourd'hui, la mort est en fait en train de devenir un élément complètement filmé. La guerre en Ukraine est un théâtre qui est
complètement internationalisés. Les efforts de guerre sont complètement transnationalisés. Ils sont complètement individualisés. Donc que ça soit d'un point de vue symbolique, que ça soit d'un point de vue social, que ça soit du point de vue de la légitimité politique, je trouve que les bouleversements sont quand même extrêmement profonds. Comme ça, personne ne le nie. Je ne sais pas si c'est sans précédent, les efforts transnationaux. Enfin bon, ça s'est appelé les guerres mondiales à une époque. La médiatisation de la mort, c'est quelque chose qui est là littéralement depuis l'apparition de la guerre. Enfin bon, bref, on n'est pas... Non, mais parce que sinon, on va faire une deuxième émission qui sera très bien aussi. C'est un peu le débat, non? On parle du briefing, non? Je ne sais pas de quoi on parle à ce stade. Non, mais oui, c'est un peu le débat, mais et c'est intéressant aussi là-dessus, c'est que c'est intéressant ce truc sur la révolution du canon, c'est qu'on s'est beaucoup perdu dans la sémantique sur est-ce que c'est une révolution, oui mais c'est long, est-ce qu'une révolution c'est forcément rapide, etc. Bon, dans une certaine mesure on s'est un peu perdu sur, mais c'est moi qui ai entamé ça là, mais je veux dire c'est aussi le travers de se concentrer absolument sur le terme, de faire de la sémantique, etc. Alors qu'au fond c'est plus intéressant de qualifier et de mesurer les changements profonds et surtout de les voir pour ce qu'ils sont en train d'être au présent. Ça nous amène quand même, et j'aurais aimé parce que pour le coup ça c'est le centre, enfin c'est la conclusion du briefing de l'IFRI et c'est quelque chose qui est très central et je trouve très stimulant, c'est la question de notre adaptation face à ça. Et vous indiquez bien, c'est intéressant parce qu'on tire à boulet rouge depuis assez longtemps maintenant sur les armées françaises, c'est-à-dire sur le fait qu'on a raté ce stade-là, sur le fait qu'on n'y va pas assez vite, sur le fait que là nos capacités de production elles sont pas au niveau, etc. C'est pas ce que vous faites. Peut-être parce que vous avez décidé d'être optimiste et de bonne humeur dans constructif dans ce briefing. Vous vous dites c'est plutôt bien, c'est plutôt une chance. Vous dites au moins on a le mérite de ne pas essuyer les plâtres. C'est-à-dire on peut voir, je crois que l'expression que vous employez, c'est être les seconds sur ce théâtre de la dronisation. Les seconds entrants sur ce théâtre de la dronisation. Donc voilà, votre idée c'est que quand même c'est pas nécessaire de se dépêcher, en tout cas, si c'est nécessaire de se dépêcher, c'est pas nécessaire de se rusher absolument. Par contre, il y a, ce que vous dites, c'est qu'il y a des briques à mettre en place pour être capable de faire face à cette révolution, cette rupture, en tout cas ce changement qui vient, et que, en tout cas, sur la structure à mettre en place pour être capable d'y faire face efficacement, là, ce serait bien de passer la vitesse supérieure, même si on a les outils, quoi. Je dirais que j'ai essayé d'adopter une approche, on va dire, pragmatique, parce que de toute façon, on ne peut pas revenir 10 ans en arrière. Nos armées sont ce qu'elles sont, notre appareil industriel, notre État, etc. Et puis, il ne faut pas non plus trop jeter la pierre. On n'a pas, encore une fois, il y a des générations de dronisation qui sont différentes. Ce qui se passe en Ukraine, justement, avec les bouleversements dont on parle, on ne pouvait pas développer le FPV, par exemple les drones FPV de cette ampleur, sans justement tout le tissu social, participatif qu'il y a derrière. Donc voilà, il faut raison garder. Mais voilà, donc après j'ai essayé de me concentrer sur l'avantage du drone. L'avantage du drone, encore une fois, kit de précision, kit de connectivité, un appareil qui doit être reconfigurable et adaptatif. Encore une fois, pas se concentrer sur l'objet, le chef-d'œuvre d'ingénierie fini, le drone parfait, mais de se concentrer sur... faire un drone Rafale, quoi. Je m'avancerai pas là-dessus. Mais donc pas le drone parfait, mais de se concentrer sur le processus de transformation que ça implique. De la même manière, donc je fais le parallèle avec motorisation, mécanisation, il faut qu'on puisse commencer à créer l'environnement qui va nous permettre justement de prendre le choc, quoi, et de capitaliser dessus. Donc déjà, la première chose pour moi qui me paraît complètement évidente, parce qu'elle met, encore une fois, elle optimise, elle met en valeur l'existant, c'est le système d'information. On est encore beaucoup trop sur des tunnels, des réseaux d'interconnexion qui ne communiquent pas entre eux à une échelle interarmée, et même interarmes. Donc le système d'information, c'est une capacité pour les objets, les commandements, les unités à communiquer entre eux et à en posséder, du point de vue du C2, donc du Command and Control, d'une vision unifiée, qui ne soit pas seulement 14 mecs FPV avec leur liaison filaire, et pouvoir avoir une vue d'ensemble du théâtre. Très concrètement, il nous faut le Discord de la brigade, le Uber de l'artillerie, et vous voyez, il faut un monde d'applications qui puissent se connecter entre elles. Il faut que ce réseau d'informations soit unifié. Et pour moi, c'est la première étape, parce que justement, par rapport à des appareils, les drones qui sont amenés à changer,
Si on a le système d'information, en fait, on aura le cadre qui pourra un peu donner de la permanence et de la stabilité à un changement permanent des outils. On pourra, comme ça, plug and play des drones différents parce qu'on aura un système d'information, une interface en fait qui permettra de les utiliser. Et après, donc de cette logique, c'est un peu la perspective que j'adopte, c'est que commençons par la macro, commençons par la méta. Donc les systèmes d'information. Ensuite, ça c'est le débat généralisation ou spécialisation des drones. Est-ce qu'on fait des unités spécialisées pour les drones ou est-ce qu'on fait à l'ukrainienne, on commence à en donner à tout le monde? La généralisation, il y a un ensemble, il y a une complexité de RH, de ressources humaines qui est absolument abominaffreuse, des questions de carrière, des questions de formation, etc. Pour les armées françaises. Donc, encore une fois, commençons par préparer l'environnement. Généralisons dans le sens de favorisons le côté bidouillage, favorisons un esprit drone dans les unités. Et d'ailleurs, ça a été autorisé dans les régiments. C'est le 17e groupe d'artillerie, si je ne me trompe pas, qui commence à le faire et qui le fait bien. Et les retours sont excellents. Donc, question de généraliser. Mais c'est fascinant parce que ce n'est pas exactement le modèle franco-français. C'est-à-dire, le modèle français, on a des industriels qui font des trucs. Ensuite, ils les livrent aux unités. Avec la DGA, ils les livrent aux unités. Les unités râlent, disent que c'est de la merde. Ensuite, font des retours. Ouais. Et ensuite, on les intègre. Et ensuite, ça marche plutôt bien parce que, en vrai, les industriels français sont bons. C'est comme ça que ça marche en France. Je vais commencer par la logique, on va dire, l'intérêt. Commençons donc à acculturer les gens. Déjà, pour qu'on soit prêt à opérer face à un environnement dronisé contre nous, qu'on ait les bons réflexes, que le soldat ait vraiment une vision 3D de son champ de bataille. Ensuite, qu'on commence à avoir cette culture d'improvisation technique. D'ailleurs, et c'est pour ça que j'en joins, encore une fois, en fait, il faut généraliser le drone dans la société parce que ça arrive. Il y a beaucoup de peur sur que généraliser, c'est déréguler. Mais en fait, c'est déjà en cours. Il y a déjà des modélistes, il y a déjà du racing de drones dans notre pays. Il y en a depuis 15 ans. Ouais, mais ça va prendre une ampleur. Non, mais je réagis par rapport à des gens qui me disent, et par rapport à la guerre en Ukraine, qui disaient non, mais nous, c'est pas possible qu'on fasse ça parce que c'est extrême. On a la dissuasion. Non. Alors aussi, mais non, il y a une perte de monopole. En gros, il y a la perte de monopole de la violence, en fait. Et le drone, si on dronise, si n'importe qui peut construire un drone dans son garage, ça va devenir. C'est comme si on redonnait des armes à feu à tout le monde. C'était un peu la réaction. Et moi, je suis là en mode essayons plutôt de préparer la société à la dronisation avec une implication des pouvoirs publics, en essayant justement de lier, justement d'encadrer en fait ces générations qui arrivent en fait, qui va se renforcer. C'est intéressant parce que je pense que la métaphore de l'arme à feu est pas la bonne. C'est plutôt la métaphore du couteau. Non, mais parce qu'un couteau, ça sert aussi à faire une salade grecque. Ouais. Et en vrai, 99,9% de l'usage du couteau quotidien, il est fait à ça pour 1200 utilisations concrètes. C'est le problème de la dualité de plein d'équipements et de technologies. Hein. Ça pourrait être la voiture aussi, hein, si on réfléchit. Les armes à feu étant assez peu duales. Non, c'est vrai. Mais ça peut être la voiture, etc. Essayons de lier, d'encadrer la dronisation à vraiment des usages spécifiques et tout. Et puis en plus, comme ça permettra en fait d'avoir une pratique et donc d'insuffler ensuite un cadre réglementaire qui permette à la fois l'expérimentation, mais qui permette un peu de contrôle et de sécurité. Donc généralisons. Après, effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur l'industrialisation de ce processus-là, pour de bonnes raisons, mais aussi pour des questions structurelles de données propriétaires, là, on rentre clairement dans là, je maîtrise moins. Mais il y a des freins structurels, on ne peut pas faire à l'ukrainienne. Non, mais quand on connaît un peu le milieu, on le voit gros comme une maison, quoi. Le truc on va avoir des drones merveilleux qui vont arriver, qui vont coûter une blinde énorme, etc., et dont on va nous dire que c'est les meilleurs drones du monde, et ce sera peut-être vrai. Mais ça ne répondra pas forcément aux besoins. Mais non, mais c'est là que c'est intéressant. C'est là que les questions de défense sont intéressantes, parce que il y a des militaires, il y a des politiques, il y a des industriels, c'est de l'économique, c'est du financier. Il y a tout là-dedans. Et tout va bien, c'est cool. mais ce que je veux dire, c'est que c'est des intérêts entre lesquels il faut arbitrer et qu'il faut pousser dans la bonne direction. Et la direction, disons, industrialo-politique, et c'est en France pour plein de bonnes raisons depuis 40 ans, c'est plutôt de faire du sur-mesure et de la haute couture, etc. Et en tout cas, par rapport à ce que vous décrivez, c'est pas forcément ni la priorité ni le chemin de l'avenir, quoi. Non.
Et puis ça sera insoutenable, on va pas se mentir, ça va être insoutenable budgétairement. La loi d'Augustine, elle s'applique, hein, donc la loi sur les appareils de plus en plus sophistiqués et coûteux sur les flottes aériennes qui du coup d'année en année se réduisent à peau de chagrin. Donc non, il va falloir adopter quelque chose. Il va falloir adopter quelque chose des circuits de R&D plus courts. Il va falloir accepter beaucoup plus d'échecs et une certaine décentralisation, parce que encore une fois, si on comprend la dronisation, si on prend sa valeur comme révolution, de toute façon, elle va s'appliquer à nous, qu'on le souhaite ou pas. Donc il va falloir réfléchir à un nouveau compromis, à une nouvelle conception du cycle de R&D, des cahiers des charges, etc. Et donc ça, c'est les grandes orientations structurantes, presque philosophiques, et on va vous dire, dans les médias, on fait quoi maintenant ? Parce qu'une culture, développement, l'harmonisation de systèmes d'information, de codage, les cycles, enfin tout ça. Ça, c'est la culturation au long cours. Ouais, c'est sur 10, 15, 20 ans. Ouais. Là, maintenant, aujourd'hui, pour soutenir les Ukrainiens, si c'est ça qu'on veut faire, j'espère que c'est un peu ça qu'on veut faire, mais ou en tout cas pour se préparer à une conflictualité manifestement émergente où on peut être inclus plus ou moins directement dans des conflictualités avec des compétiteurs stratégiques qui sont plus ou moins des adversaires, voilà. Je le dis de la manière la plus prudente et la plus jargonnante que j'ai pu faire, et j'ai des grosses capacités. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On achète quoi et on produit quoi maintenant ? Là, pour le coup, donc, ce que je vais appeler le spectre haut de la dronisation, donc la frappe en profondeur, c'est toute la question de l'économie des salves. On n'a pas assez de munitions. Je peux signaler qu'il y a un très bon briefing IFRI qui vient de sortir d'Adrien Gormans, qui avait déjà fait l'étude sur la supériorité aérienne, dont on a fait une émission il n'y a pas longtemps, sur cette question de l'économie des échanges de salves. Comment on fait pour arrêter de taper des trucs à $8,000 avec des missiles qui valent $1 million. C'est-à-dire que, là encore, nous, on n'a pas la masse terrestre. On n'a pas la possibilité de faire la frappe tout azimut que j'ai décrite là sur les Russes. On n'a pas les effecteurs. On retombe en fait quelque part dans le débat des années 70-80 face aux échelons soviétiques. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette masse-là ? Parce que soit on fait de l'active defense, donc ça c'était la doctrine américaine, c'est-à-dire que on va essayer au moins d'attritionner le premier échelon soviétique. Le problème de cette approche-là, c'est que le second échelon arrive et là on n'a plus rien. Et donc, après, il y a eu l'Airland Battle, et qu'est-ce que c'est ? Le cœur de la théorie, c'est on va essayer de préempter, de frapper le second échelon soviétique avant même qu'il arrive. Et donc, nous, on a tout intérêt, en fait, à redensifier nos capacités de frappe en profondeur, d'optimiser, en fait, déjà celles existantes, et donc d'avoir un high-low mix, encore une fois, entre des drones pas chers et des missiles très performants. Alors, des drones pas chers, on n'en a pas vraiment. Des missiles très performants, on en a, mais on n'en a pas beaucoup. Donc voilà. Voilà. Mais du coup, il va falloir effectivement c'est là où il y a urgence. Il y a urgence. Parce que sur, par exemple, le retour de la menace russe en Europe ou du compétiteur X ou Y, le délai pour l'instant qui est donné, c'est grosso modo 5 ans. Mais on réfléchit 5 ans à paradigme militaire constant. C'est-à-dire, on se dit combien de temps il leur faut pour reconstruire des divisions, leur redonner des chars, de l'équipement traditionnel. Mais si, par contre, on adopte une vision, justement, de dronisation accentuée de l'armée russe, où, encore une fois, les rythmes de production des Shahed et des différents drones deviennent complètement démentiels, en fait, le rythme de l'accélération du réarmement russe, elle est vraiment beaucoup plus courte et du coup beaucoup plus dangereuse. Donc là-dessus, il y a urgence. Préparons le long cours, mais parons-le tout de suite, quoi. Ça ne dispense pas de faire des efforts et de dépenser un peu au présent, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent Touret. De rien. Je vais rappeler donc les références de ce dossier, enfin de ce double article assez monumental dans le Vortex de janvier 2025, Drones en guerre, la confrontation russe et ukrainienne, et le briefing IFRI qui vient de sortir désigne, détruit, domine la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, notez-le, commentez-le sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube aussi maintenant, où toutes les émissions à peu près sont en vidéo. Vous pourrez voir Vincent Touret mimer une bombe américaine. Voilà, je peux en décrire la forme avec ses mains. C'était très spectaculaire. Exactement. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.